Moi, ça fait quand même longtemps que ça m'intéresse. J'ai des souvenirs déjà au collège ou au lycée ou d'avoir regardé quelques documentaires, avoir expérimenté quelque chose à mon échelle. Ensuite, c'est en classe préparatoire que j'ai compris que finalement, je voulais plus faire des maths dans ma vie et que c'était pas ça qui allait me passionner, mais que j'avais plutôt envie d'avoir un engagement écologique. Je me suis dit, ok, il faut que je m'engage là-dedans, c'est pas possible, en fait, j'arrête tout et je... presque une première bifurcation, quoi. Là, je me dis, je bifurque là-dedans, j'y vais. L'année 2018 est marquée par les marches pour le climat, où des milliers de personnes descendent dans les rues pour réclamer des mesures écologiques fortes et immédiates. Les sciences, la 6e extinction a commencé et les températures atteignent des records l'été au-dessus des 50 degrés. Rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le 4e. Chez les étudiants et les jeunes diplômés, on s'interroge. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, les étudiants prennent la parole, formulent à haute voix leurs doutes et leurs critiques. Il est urgent d'entamer un virage radical, car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques. Tous sont élèves ou diplômés d'une grande école. Certains refusent de travailler au service d'entreprises polluantes, d'autres ont décidé de boycotter le secteur privé, voire de déserter le monde du travail. Ces derniers mois, ils ont fait entendre leur voix bien au-delà de l'enceinte de leurs écoles. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Ce qui est certain, vous écoutez Les Refuseurs. C'est qu'en tant que personne exerçant un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Un podcast lesjours.fr. Et moi dans tout ça, je fais quoi ? Épisode 2. Existe-t-il une génération climat ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. D'une part parce que les sociologues ont mené peu d'études exhaustives sur le sujet, et d'autre part parce que faire des généralités sur ce que serait la jeunesse, c'est un peu glissant. Ce qu'on peut tout de même affirmer, c'est que cette génération a grandi en connaissant le péril climatique. Dans les années 2000, la notion de développement durable fait irruption dans les manuels de géographie. À la télévision, les émissions de Nicolas Hulot et les documentaires de Yann Arthus Bertrand montrent l'irrémédiable dégradation des forêts primaires et des glaciers. Tous ces jeunes ont grandi dans un monde dont les limites étaient connues, sans pour autant que cela ait été une priorité. En plus de cette prise de conscience graduelle, il faut aussi noter que s'ajoute un phénomène de classe. Cette jeunesse qui refuse de contribuer à l'aggravation de la situation, c'est une jeunesse aisée, qui a fréquenté les meilleurs lycées, les meilleures classes prépa, avant d'intégrer les grandes écoles. Enfin, à ce vécu commun, partagé, se superposent les parcours individuels, singuliers, et les déclics personnels. C'est à l'aune de tout cela que leurs convictions se sont forgées. Je m'appelle Anne-Fleur Goll, j'ai 25 ans. J'ai fait HEC, je suis diplômée en 2020. Aujourd'hui, je fais du conseil en transition environnementale chez Deloitte Sustainability. Alors, est-ce que tu sais depuis quand cette cause écologique, environnementale, elle te tient à cœur ? Est-ce que c'était déjà une question qu'on se posait dans ton entourage quand tu étais plus jeune ? Qu'on se posait, oui, sans plus. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai 2 parents ingénieurs qui ont fait leur chemin en termes de carrière, qui ont vraiment gravi un peu les échelons sociaux, ont gagné de l'argent au fur et à mesure grâce à ce qu'ils faisaient comme travail, mais avec vraiment un amour de l'autre, un amour du voyage. Donc en fait, oui, ils se posaient ces questions parce que c'était des gens qui s'interrogeaient, mais sans du tout que ce soit dans le fondement de mon éducation ou de nos pratiques. Et en particulier, dans le cadre du voyage, c'est vraiment une valeur qu'ils ont cherché beaucoup à nous transmettre. Et donc j'ai beaucoup voyagé étant enfant, adolescente et jusqu'à arrêter de prendre l'avion, donc autour de 22-23 ans. Et donc c'était quelque chose qui était présent sans être primordial et surtout sans cette notion d'ordre de grandeur et de connaissance sur
en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, il y a du changement climatique, mais qu'est-ce qui le cause? Pourquoi? Enfin, aller plus loin dans ce que nous, on fait dans nos modes de vie qui n'est pas correct, ça n'était pas encore à ce stade. Et je pense que la société n'en était pas du tout à ce stade non plus. Alors, je m'appelle Benoît Algan, j'ai 24 ans. Je suis originaire d'Angers. Et donc, je suis diplômé depuis quelques mois de l'École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris. J'ai grandi, je pense, dans un contexte plutôt favorable à un engagement écologique, mais avec des parents pas non plus particulièrement préoccupés et engagés. Mais ils essayaient de faire des efforts à leur échelle depuis longtemps sur les consommations d'énergie. Mon père a travaillé dans le secteur de l'énergie, il était ingénieur. Donc il était assez sensible aux questions d'économie d'énergie. Et ma mère était très sensible à l'alimentation bio. On avait un compost depuis longtemps, ils ont fait un jardin depuis longtemps. Donc un contexte quand même plutôt favorable, avec après des parents pas forcément très politisés ni très engagés à notre échelle. Moi, ça fait quand même longtemps que ça m'intéresse. J'ai des souvenirs déjà au collège ou au lycée où d'avoir regardé quelques documentaires, avoir expérimenté quelque chose à mon échelle. Ensuite, c'est en classe préparatoire que j'ai compris que finalement, je voulais plus faire des maths dans ma vie et que c'était pas ça qui allait me passionner, mais que j'avais plutôt envie d'avoir un engagement écologique. Et c'est vraiment en arrivant en école d'ingénieur, en première année d'école d'ingénieur, que je me suis dit, maintenant, je vais m'engager et je vais rejoindre des associations. Donc, ce que j'ai fait assez vite en arrivant en école. Je m'appelle Hermès Couturier, donc j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année, là je viens de rentrer en deuxième année à Centrale Supélec, donc une école d'ingénieur sur le plateau de Saclay. Et dans ma famille, il y a eu ma grande sœur qui est partie faire à Londres une école de commerce, a vraiment pas aimé et maintenant s'est réorientée dans l'humanitaire. Donc elle a déjà eu beaucoup ces questionnements-là. Après moi personnellement, au-delà de simples questionnements sur ah oui, je me rends compte qu'il y a des problèmes, j'ai vraiment commencé à l'intégrer dans ma vie au milieu de ma première année de prépa. En fait, ma copine était très sensibilisée à ces questions-là à ce moment-là. J'ai eu des potes aussi qui avaient pris des décisions, typiquement devenir végétarien, qui m'ont fait me poser des questions. Et donc c'est vraiment vers janvier-février de 2020 du coup, où j'ai commencé à vraiment réfléchir et à prendre des décisions personnelles vis-à-vis de la crise écologique. Pour certains, le choc qui a suivi cette prise de conscience a été si important que cela a même guidé leur choix d'orientation. Je m'appelle Manon, du coup j'ai 24 ans et je suis étudiante en dernière année du cursus ingénieur agronome à AgroParisTech. Je dirais qu'à la base, l'entourage familial m'a plutôt été vraiment plutôt sur les questions sociales. Je suis dans une famille plutôt très à gauche et très sensible aux causes sociales. Et après, la question environnementale, alors c'est marrant parce que je fais quand même partie de la génération où c'était présent dès l'école primaire, tu sais, les petits trucs, comment vous venez à l'école, est-ce que vous venez en voiture ou pas, tout ça. Et en fait, par contre, je me souviens assez précisément que ça doit remonter à l'enfance et genre au visionnage des premiers documentaires qu'il y avait à l'époque. Je me souviens, j'étais toute petite, il y avait le truc de Yann Arthus Bertrand là et alors des images horribles avec tu sais les grands ports, les containers à perte de vue, les usines qui crament des trucs des images assez choquantes, surtout quand t'es petit et puis que tu comprends grosso modo, on te dit que la planète brûle et tout. Et donc là, ça a commencé à un peu me paniquer, me stresser. Donc ça remonte plutôt à l'enfance. Et après, du coup, ça m'a pas quittée comme préoccupation. D'autant que j'ai beau avoir fait mes études en région parisienne, parce que mes parents travaillent en région parisienne, les racines familiales sont plutôt à la campagne, dans le Loiret, tout ça. Et du coup, on rentrait très régulièrement, y compris les week-ends, on avait besoin de se ressourcer parce que ça nous gavait. Et donc moi, j'ai toujours eu ce côté balade en forêt, balade dans les champs, aller à la ferme et tout. Et du coup, même dans mes orientations, quand j'ai commencé à me réfléchir, je me projetais dans des métiers plutôt extérieurs, genre travailler en forêt, travailler avec l'agriculture ou des choses comme ça. Je me suis dit, ok, dans quoi je veux travailler, dans quel milieu, et là déjà le côté bureau, surmenage et tout me paraissait dangereux. Et contexte parisien aussi. Après, oui, effectivement, très vite, j'ai été sensibilisée à la pollution et tout aussi. Après, je pense que vraiment le côté montée en puissance, où là, je me suis dit, okay, presque une vocation qui m'est tombée dessus, c'était en lisant un bouquin qui s'appelle « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin,
où elle présente dans une première partie la situation alimentaire mondiale et agricole et qui est catastrophique. Donc déjà, c'est hyper percutant. Et ensuite, la deuxième partie présente l'agroécologie, ses concepts, ses fondements. Et c'est à ce moment-là où en fait, j'ai réalisé que de un, je retenais super bien tout ce qui était écrit, et puis que je n'avais plus que ça à la bouche. Et ensuite, ce côté tellement important à mes yeux que je me suis dit ok, il faut que je m'engage là-dedans, c'est pas possible en fait, j'arrête tout et presque une première bifurcation quoi. Là je me dis je bifurque là-dedans, j'y vais. Et donc ouais, là c'est à partir de ce moment-là où je me suis orientée que par rapport à ça, c'est-à-dire que j'étais au lycée, j'étais je pense en première. Et là, j'ai dit, ok, donc je veux faire de l'agronomie, comment on fait? Ok, il faut faire une école d'agro, donc ok, il faut que je fasse une prépa, parce que c'est ce qu'on nous présente comme le mieux. Et donc, ouais, là, j'ai fait tout mon cursus avec l'idée en tête. Là, tous les efforts que je fais, même si c'est difficile et tout, c'est pour l'école d'agro. Et c'est dans l'idée presque c'est un peu comment dire, un peu de l'hubris quand on est jeune comme ça, mais se dire faut sauver le monde, enfin en tout cas contribuer, tout ça, faut changer des choses et du coup ouais. Gauthier Delosière est doctorant en sciences politiques. Avec le collectif Quantité Critique, composé de chercheurs et chercheuses en sciences sociales, il s'est intéressé au profil et au parcours de cette jeunesse engagée. Alors, déjà, il faut voir que pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est, entre guillemets, l'élite scolaire qui se mobilise, il faut voir qu'en fait, il ressemble au mouvement pour le climat en général, parce que de toute manière, le mouvement pour le climat mobilise des populations issues du salariat qualifié. Un salariat qualifié spécifique, malgré tout, c'est important de le dire, parce que c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont issues du domaine des professions, ce qu'on pourrait appeler socioculturelles. Donc des personnes qui travaillent dans l'éducation, qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent dans le domaine de la culture, dans le mouvement pour le climat. On a très peu de gens qui sont issus, par exemple, des grands groupes dans l'encadrement du secteur privé. Donc en réalité, ces étudiants-là, ils ressemblent fortement aux marcheurs pour le climat, et d'ailleurs, un grand nombre marchent aussi pour le climat. Donc c'est dans une continuité avec la mobilisation qui agrège les catégories socio-professionnelles supérieures. Ce sont des gens qui, justement, ont le sentiment de pouvoir sélectionner parce qu'ils ont une confiance dans leur avenir professionnel. Et ce sentiment de la force sur le marché du travail joue très certainement aussi dans la capacité à bifurquer, à mettre en place la bifurcation. Et encore une fois, il faut voir aussi que ce n'est pas l'ensemble des étudiants des grandes écoles qui se mobilisent, hein, c'est une frange spécifique, plutôt marquée à gauche. Donc c'est pas non plus toutes les grandes écoles qui désertent. Il faut voir que c'est certainement quand même encore un mouvement assez minoritaire au sein des grands établissements. Un des autres tournants pour cette génération a été l'année 2018, année des grèves pour le climat et de la montée en puissance de Greta Thunberg. Les milieux étudiants s'emparent eux aussi de la question. Manon, Benoît, Anne-Fleur et Hermès, comme 30 000 autres étudiants, signe alors le manifeste pour un réveil écologique qui circule dans les grandes écoles. Il réclame une évolution du traitement de la question environnementale au sein des établissements et des entreprises. Alors moi en 2018, donc en fait là c'est un moment où j'avais du temps pour me renseigner. Et là, j'ai vraiment pris le temps de quand même creuser cette question écologique. Et c'est un peu dans ce temps à l'écart que je me suis dit, d'accord, pendant mes études, je vais m'engager sur la question écologique. Et en fait, quand je suis revenu en 2018, c'était le moment où s'écrivait le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et donc moi, j'ai rejoint la petite équipe des personnes qui travaillaient à l'écriture de ce manifeste. Et j'ai participé assez modestement au départ au lancement de ce manifeste. J'étais pas dans les pionniers, mais j'étais là. Et donc ça, c'était en septembre 2018, ce manifeste. Juste après la démission de Nicolas Hulot, qui était pendant l'été, et avant ces grandes marches pour le climat, ou à peu près à ce même moment. Et donc en fait, ça a été très médiatique. La sortie du manifeste a été plutôt médiatique, et cet engouement autour des questions climatiques a été
très médiatique, très populaire à ce moment-là. Et donc nous, on a complètement surfé sur cette vague. Moi, je venais aussi de devenir vice-président de l'asso de développement durable de Polytechnique. Donc on a organisé des marches on a essayé de motiver les étudiants de Polytechnique à venir marcher. Donc on n'était pas très nombreux, mais on était un certain nombre quand même. Et puis en fait, du coup, tout cet engouement médiatique, ça fait que l'école a dit, nous aussi, on veut agir. Et donc derrière, on a pas mal commencé à travailler au sein de l'école en disant, très bien, vous voyez que les étudiants sont motivés, maintenant on y va et on change les cursus. Et ouais, après 2018, c'est vrai que ça... Manon Kister, étudiante à AgroParisTech. Toute cette médiatisation. Du coup, je sais pas si c'est lié au fait aussi que moi, comme c'était ma première année de sortie du tunnel, en quelque sorte, suite à 2 années de prépa où je me sentais vraiment empêchée de participer. Je me souviens notamment comme il y avait eu beaucoup de remue-ménage autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant la prépa, et je m'étais sentie hyper frustrée, je m'étais sentie inutile en fait aussi de ne pas pouvoir prendre part à ce mouvement social et de devoir être enfermée entre 4 murs à bachoter des trucs sur des protéines, bref, hyper précis. Et du coup, à la sortie du tunnel, donc en fait, en même temps que ça a été un moment hyper peut-être médiatique autour de tout ce qui s'est passé, c'était pour moi un moment d'hyper engagement aussi. Et donc, je sais pas si c'est mon biais aussi, où moi je voyais tout à ce prisme-là. Effectivement, il y avait les grèves et tout. Après, c'est vrai que en tant que tel, je me souviens bien de ces événements. Donc pour moi, ma prise de conscience, elle remonte plutôt autour de 2018, donc le manifeste pour un rêve. Anne Fleur, diplômée d'HEC. La montée médiatique de Jean-Marc Jancovici, il y a eu plusieurs événements, les premières marches pour le climat, l'affaire pour tous, un peu toute cette mouvance en 2018-2019. Qui coïncidait donc avec mon année de césure, où je me suis dit qu'il y avait tellement d'heures qu'on passait au travail, où il fallait vraiment réfléchir à ce dans quoi on les investissait. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions, d'abord sur mes choix de carrière, parce que ça je trouve que c'était assez simple en fait, de se dire, du coup je sais pas exactement ce que je veux faire, ça me semble assez évident que c'est un problème à résoudre, autant s'orienter dans cette direction. Et ensuite, sur la manière dont moi je vis ma vie d'un point de vue personnel, ça a été plusieurs engagements personnels successifs de végétaliser énormément mon alimentation, arrêter de prendre l'avion, limiter au maximum les déplacements en voiture, arrêter d'acheter du neuf, plein de choses comme ça qui viennent un peu petit à petit. Pour moi, ça part de calculer son empreinte carbone, ensuite, du coup, voir là où sont les plus gros leviers et ensuite les appliquer. Et ça a été exactement comme ça que j'ai procédé. Aujourd'hui, je le vis pas vraiment comme un poids. Et je suis assez contente de pouvoir partager auprès de mes proches, sans être une activiste sur le sujet pour tout un chacun, mais en revanche, partager un peu cette démarche et montrer que non, c'est pas forcément que des sacrifices. Souvent dépeinte comme inquiète et en colère, la génération climat est aussi une génération déterminée. Pour ces jeunes qui naviguent entre crainte et espoir, l'engagement est devenu une façon de conjurer l'éco-anxiété et de repenser le cadre social et politique dans lequel ils évoluent. Mais jusqu'à quand ? Je pense qu'on va quand même vivre des moments compliqués, avec des crises qui s'enchaînent. On le voit aujourd'hui avec ce qui s'est passé cet été en France, ou ce qui se passe au Pakistan actuellement avec plus de 50 millions de réfugiés, de déplacés climatiques. On va vivre une période comme ça, avec une série de crises qui vont s'enchaîner. Une crise sur l'énergie, des difficultés à s'approvisionner, et donc des tensions sociales. Et ça va être effectivement... on va pas vivre des moments très drôles. Et donc moi, je crains de voir comment ça va se passer, quelles seront les tensions derrière qu'il y aura, comment on va réussir à vivre en société encore. Et puis pour mes espoirs, je crois quand même que cette crise écologique, c'est un appel à vivre différemment et à vivre mieux. Et en fait, on se rend compte que ceux qui se mettent sincèrement en marche vers autre chose, en fait, ils sont souvent plus heureux. Et que vivre en collectif, vivre de manière plus lente,
s'engager là-dedans, en fait, c'est une vie qui est meilleure que nos générations précédentes qui ont travaillé comme des dingues pour rembourser leur crédit et puis pour ramasser de l'argent. Ça n'a pas de sens, en fait, de chercher à amasser de l'argent ou avoir un maximum de pouvoir dans ces grandes entreprises très hiérarchiques et de grimper les échelons. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous fait rêver. Et je pense que ce qui nous fait rêver, c'est beaucoup plus essentiel. Et le fait que de plus en plus de jeunes soient attirés par ça, je pense que ça fait qu'on pourra quand même vivre en société d'une manière plus belle, malgré tous ces problèmes. Enfin, il y a un peu les deux mouvements qui vont ensemble et qui s'accélèrent l'un l'autre. Mais je pense que ça a quand même du sens de se mettre dans cette démarche écologique. Je pense que mon espoir se situe principalement dans le fait... Manon Kister. J'ai pu dépasser le stade d'anxiété, comme on dit, et que maintenant que j'arrive à bien appréhender que la question, elle est politique, qu'il y a des solutions, qu'on n'est pas dépourvu, qu'en fait c'est... Enfin, voilà. Même si, évidemment, que c'est plus grand que toi, mais... en fait, réussir à penser les problèmes, déjà, ça t'aide beaucoup à ne pas sombrer dans la dépression. Et ensuite, te dire que j'ai trouvé un moyen d'agir, là encore. J'ai réussi de nouveau à me projeter. C'est vrai que pendant tout un temps, à l'agro, j'étais dans le flou. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Je me disais, ça, c'est angoissant. Mais une fois que tu t'es dit, ok, je vais faire ça, je vais agir sur tel et tel levier. Les gens qui s'opposent à ma vision des choses aussi, par exemple, les gens qui critiquent la bifurcation n'ont pas pris en compte le fait que je vais faire telle et telle chose aussi. Enfin, tu vois, de réussir à te dire, ok, ce que je fais a du sens, va être justifié, je vais réussir, j'ai confiance en moi, je vais réussir à faire des choses. Mais voilà, il y a ce côté projection avec d'autres, où on s'entraide, on discute ensemble des problèmes politiques qu'on voit, on se sent moins seul, et on se dit on va créer des choses qui sont enthousiasmantes. Ça aide. Après, jusqu'à quand les petites choses enthousiasmantes seront suffisantes pour pallier aux grandes angoisses globales, je sais pas. Mais disons que je suis pas, tu vois, comme je dis, je suis pas... même si j'ai des peurs que j'exprime, je suis pas angoissée par ça. Par contre, je suis très en colère. Je pense que c'est ça. Je suis très en colère politiquement et beaucoup de choses à dire et à faire. Et donc, c'est ça qui me porte aussi. Bien sûr que j'ai des craintes. Quand on vit avec un minimum de conscience écologique, on est soumis à de l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, Anne Florgol. D'être littéralement anxieux et voire vraiment désespéré face aux catastrophes écologiques qu'on peut subir et qu'on va subir dans les années de notre vie. C'est lourd, quoi. C'est lourd, donc évidemment qu'il y a des moments où c'est très difficile et où en parallèle c'est les élections et où on se concentre sur des trucs mais tellement qui semblent tellement anecdotiques par rapport à ce sur quoi il faudrait vraiment se concentrer. Donc bien sûr que j'ai énormément de craintes. J'ai des craintes aussi parce que on va pas assez vite et donc que les catastrophes naturelles qu'on a pu subir cet été ne vont aller qu'en allant plus fort, beaucoup plus souvent et que j'aimerais avoir confiance en notre capacité d'adaptation. Mais aujourd'hui, on n'est quand même pas prêt et donc il va y avoir des pertes, donc c'est difficile. En revanche, j'essaye quand même d'avoir de l'espoir. Déjà, moi, la manière dont je gère personnellement cette éco-anxiété et tout ça, c'est vraiment dans l'action. C'est vraiment en faisant tous mes choix de vie personnelle, professionnelle dans cette direction. Et donc, je peux au moins dormir en me disant, bon, je fais mon maximum. Et du coup, ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui, c'est que les entreprises se forment, montent en compétences et donc sont capables d'adresser avec beaucoup plus de précision, de cohérence et du coup de fond, d'aller loin dans leur processus sur comment est-ce qu'elles le remettent en question, ces sujets. Si chacun fait ces choix-là dans sa vie professionnelle, réfléchit à comment faire en sorte que tout soit compatible avec les lignes planétaires, mécaniquement, à la fin, on se retrouve avec un monde compatible avec les lignes planétaires. Après, est-ce que je suis optimiste ou pas pour l'avenir ? En fait, j'ai très peur que toutes les entreprises à problème décident de rien voir jusqu'à... Enfin, les entreprises à problème, mais aussi les gouvernements décident de rien voir jusqu'à ce qu'on soit à la limite du trop tard. Et en fait, la limite du trop tard, ça risque pas forcément d'être les gens en Europe ou... Enfin, les gens dans ma situation qui font des grandes écoles et qui vont faire sûrement des métiers qui vont les mettre financièrement à l'aise dans leur vie. Enfin, c'est pas nous qui allons payer ce retard-là. Et c'est vraiment... ce qui me rend extrêmement
pessimiste vis-à-vis de la situation, c'est que tant que ce ne sera pas relativement violent vis-à-vis des pays riches que la question climatique, j'ai peur qu'il n'y ait pas de mouvement assez puissant pour faire bouger les choses. Ces jeunes s'accordent tous sur l'urgence de la situation. Certains se sont décidés à ne pas occuper les postes des entreprises du CAC 40 qui les attendaient pourtant et revendiquent désormais le fait de bifurquer. Bifurquer, qu'est-ce que ça signifie ? Et comment est-ce qu'on bifurque ? Derrière ces divergences, ce sont des visions assez éloignées, parfois opposées de l'écologie qui s'affrontent. Et c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Et donc ce côté, je suis pas les clous de ce que l'école, l'institution en tout cas, attend de moi, quoi. Thank you to the entrepreneurs who will create truly sustainable options for individuals and companies. Nous pensons que l'innovation technologique ou les startups ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Vous venez d'écouter le 2e épisode des Refuseurs, un podcast du média Les Jours. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud et sur notre site lesjours.fr.